Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux à cette session intitulée Comment être un tech lead dans une pizza team XXL sans finir sous l'eau. Une session qui va être un retour d'expérience de 1 an dans le rôle du tech lead dans une grosse équipe comme vous l'avez compris. Avant de commencer avec le retour d'expérience, je vais d'abord me présenter. Donc, je m'appelle Damien Beaufils, je suis développeur passionné depuis une dizaine d'années aujourd'hui et je travaille chez Octo Technologies depuis 4 ans environ. Et je travaille au sein de la tribu Software Craftsmanship, donc une équipe dédiée aux pratiques de qualité des développements. L'objectif de cette conférence, c'est pour moi que vous ressortiez de cette salle en sachant quels rituels et pratiques de développement vous pouvez mettre en place quand vous avez une équipe de plus de 10 personnes et quel est le rôle du tech lead dans une équipe de cette taille. Avant de commencer avec le concret du retour d'expérience, je voulais d'abord qu'on fasse un petit point vocabulaire sur ce que c'est qu'un tech lead, parce que ce n'est pas forcément clair pour tout le monde, donc je vais vous proposer une définition. Pour moi, le tech lead, c'est quelqu'un qui est au service de l'équipe et qui a 4 facettes. Il est coach, expert, formateur et facilitateur. Il va être coach parce qu'il va guider son équipe vers l'excellence technique et opérationnelle. Il va être expert parce qu'il va porter la vision technique du produit aussi bien envers son équipe qu'envers ses clients. Il va être formateur parce qu'il va aider l'équipe à progresser jour après jour. Et facilitateur parce que son objectif, c'est quand même que l'équipe devienne autonome. Il doit être de plus en plus dispensable au fur et à mesure du temps. En plus de ces 4 facettes, j'ai rajouté 3 points, à savoir qu'un tech lead doit passer au moins un tiers de son temps à coder. Pourquoi? Parce qu'on considère que s'il passe moins d'un tiers de son temps à coder, ça veut dire qu'il ne va pas avoir les mêmes problèmes que l'équipe, pas les mêmes douleurs, il ne va pas avoir les mains assez dans le cambouis, et donc il ne va pas partager la même chose que le reste de l'équipe de développement. De même, idéalement, c'est un référent sur les pratiques craft, software craftsmanship, idéalement dans le sens où le tech lead, c'est une personne qui montre l'exemple, mais s'il n'est pas expert sur ces pratiques-là, c'est pas grave, c'est juste mieux d'avoir quelqu'un, un mentor sur lequel on peut compter pour progresser sur des pratiques comme test-driven development, clean code, la revue de code, le refactoring de code legacy. Et enfin, le tech lead, c'est ni un super-héros ni un dictateur, c'est-à-dire que ça ne va pas être le gars qui va être expert sur toutes les technos, sur tous les sujets qu'on va appeler quand vraiment ça va mal et qui va résoudre les problèmes en mode pompier. Et ça ne va pas être le dictateur non plus qui va faire de l'optimisation de processus, un peu comme potentiellement un chef de projet, pour être sûr que son équipe soit la plus efficace possible et que tout le monde travaille sur les technos qui lui sont les plus spécifiques. Le contexte de mon retour d'expérience, c'est que j'ai travaillé pendant 1 an sur un site web grand public bien connu des Français. Et je suis arrivé sur ce projet dans cette équipe début 2016. Et quand je suis arrivé, le projet était démarré déjà depuis plus d'1 an et a un cycle itératif de 2 semaines. C'est-à-dire que toutes les 2 semaines, il y a une nouvelle version du site qui est déployée en production et c'est même un engagement contractuel de l'équipe vis-à-vis du client. L'équipe de développement, elle est composée de 10 personnes. En plus de ça, il y a le tech lead. Et autour de ça, il y a d'autres personnes qui gravitent, comme les équipes product owners, le métier, les sponsors, etc. Donc au total, ça fait une équipe de plus de 20 personnes, dont la moitié est de dev. Donc moi, je suis arrivé dans cette équipe pour prendre le rôle du tech lead. Et l'équipe a noté qu'elle était mixte à plusieurs titres, aussi bien homme-femme, client prestataire et aussi multi-compétences. Donc on avait des personnes qui étaient plutôt spécialisées sur du front, des personnes qui étaient plutôt spécialisées sur du back, et d'autres qui étaient plutôt spécialisées sur de l'infra, l'ops, Ansible et autres. Alors moi, quand je suis arrivé dans cette équipe, ça m'a fait un peu bizarre parce que j'avais jamais connu une équipe de cette taille. J'avais toujours connu des équipes de 3 et 5 personnes. Et en fait, ça change pas mal de choses sur la façon dont on communique. Parce que si vous avez 3 personnes dans une équipe, en fait, vous n'avez que 3 liens de communication possibles entre ces personnes-là. Si vous avez 5 personnes dans l'équipe, vous avez 10 liens de communication possibles. Et si vous avez 10 personnes, vous avez 45 liens de communication possibles. Dit autrement, quand vous allez doubler la taille d'une équipe, vous allez quadrupler le nombre de liens de communication possibles, environ. Et derrière, ça ne va pas être les mêmes pratiques, ça ne va pas être les mêmes rituels que vous allez mettre en place pour que tout le monde ait le même niveau d'information au même moment. Donc moi, je suis arrivé dans cette équipe début 2016, et comme je vous l'ai dit, le projet était démarré déjà depuis plus d'1 an, il livrait toutes les 2 semaines, donc il y avait quand même un certain nombre de releases qui avaient été faites. Et ma première semaine, ça a été surtout une phase d'observation, et la phase d'observation s'est passée en grande majorité par
du pair programming ou du binomage de façon générale. Tout en taisant son ego et ses réflexes. C'est-à-dire que je me posais à côté de quelqu'un et à Rome, comporte-toi comme les Romains. C'est-à-dire que si la personne avec qui je travaillais, elle faisait pas de test alors que moi j'ai l'habitude d'en faire, ou elle pratiquait pas des DD alors que j'ai l'habitude de pratiquer des DD, ou qu'il y avait des problèmes, je pense qu'il y avait des problèmes des fois dans du nommage ou de la séparation de responsabilité. Bref, juste je me tais, j'observe, je pose des questions, donc plutôt position de coach. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que simplement, si j'étais arrivé dès le premier jour en disant, avec mes grands sabots, en disant viens, on va faire du TDD, viens, je vais te montrer qu'est-ce que c'est, du vrai code, d'après mon expérience, blablabla, blablabla, non seulement je me serais pris une levée de bouclier parce que les gens ne me connaissent pas, mais en plus, j'ai même pas le même contexte que l'équipe. J'ai pas souffert des mêmes problèmes. Il y a sûrement eu de la pression pendant 1 an pour sortir des versions, des choses que j'ai pas connues, donc des raccourcis qui ont été pris dans le code et des raccourcis que j'observe, je constate, mais pour eux, c'est normal. Alors, durant cette première semaine d'observation, j'ai détecté plusieurs signaux faibles. 2 types de signaux faibles. Le premier, ce sont des faits. C'est-à-dire que je voyais des commits qui se passaient tard le soir, voire la nuit. Une moyenne de 5 livrables par itération. C'est-à-dire que l'équipe livrait effectivement toutes les 2 semaines une nouvelle version en production. Par contre, pour que ça arrive en production, une release, elle avait en moyenne 4 patchs. Bon, ce sont des faits. Et le nombre de bugs dans le backlog qui ont en légère augmentation. Donc c'est pas violent, c'est pas exponentiel, mais ça augmente petit à petit au fur et à mesure du temps. Deuxième type de signal faible, des Dixit. Des choses que vous avez peut-être entendues dans des équipes. Le build est rouge, mais c'est normal. Relance-le, ça devrait passer. Tester unitairement, c'est compliqué. On reçoit tellement de mails de Jenkins qui vont direct dans ma corbeille, et hier, j'ai passé mon après-midi à essayer de corriger le build. Vous avez peut-être déjà entendu ce genre de choses. Vous les entendez peut-être aujourd'hui, enfin en ce moment. Ça, ce sont des signaux faibles, dans le sens où ce sont des symptômes. Et c'est le rôle du tech lead, entre autres, d'aller creuser sur c'est quoi la vraie douleur, c'est quoi le vrai problème qui se cache derrière ces symptômes. Chercher la root cause, en fait. Donc en discutant avec l'ensemble de l'équipe, aussi bien en one-on-one que collectivement, on a pu remonter 3 problématiques principales, qui étaient que la propriété du code n'était pas collective, les pratiques de développement étaient hétérogènes, notamment les pratiques de test, et la qualité du produit n'était ni mesurée ni suivie. On va voir ce que c'est que la qualité, qu'est-ce qu'on entend par qualité. Je vais me servir de ces 3 problématiques-là pour le reste de la présentation et je vais vous présenter ce qu'on a mis en place pour répondre à ces problématiques. Donc d'abord, la propriété collective du code. Je vais vous présenter 3 choses qu'on a mises en place pour améliorer la propriété collective du code dans l'équipe, des choses qui ont été mises en place au fur et à mesure du temps. La première, c'est la rétrospective technique. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un rituel, dans le sens où c'est tous les lundis, de 11 h à midi, toujours dans la même salle, avec l'ensemble de l'équipe. L'objectif de cette rétrospective technique, c'est tous se réunir et partager le maximum de connaissances, le maximum de choses, en un minimum de temps. Concrètement, comment ça se passait? Vous le voyez sur la photo à droite. En fait, on avait une zone dans notre Kanban. On appelait ça notre backlog de rétrospective technique, un bac, AID. Et au fur et à mesure de la semaine, quand on travaillait, quand on binomait, dès qu'on avait une question, une remarque, quelque chose qu'on voudrait partager, parce qu'on est fier peut-être de partager des choses, ou juste quelque chose, un bug qui a été difficile à corriger, on aimerait montrer la solution. Plutôt que de déranger chacune des 10 personnes dans l'équipe, et donc faire perdre du temps plusieurs fois à l'ensemble des personnes, on note ça sur un post-it, on le colle, et ensuite, lors du rituel de rétrospective technique, donc le lundi suivant, on dépile ces sujets-là. Sauf qu'on n'a qu'une heure. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on priorise en dot voting. Donc chacun a 3 bâtons, par exemple, et choisit les sujets sur lesquels il veut parler. Et ensuite, on timebox chacun des sujets, en général entre 10 et 15 minutes, l'objectif étant de traiter en moyenne entre 2 et 5 sujets par rétrospective technique. Si un sujet dépasse la timebox, commence à l'exploser, ça veut probablement dire qu'il faut faire un point dédié sur ce sujet pour en parler avec l'ensemble de l'équipe ou juste une partie de l'équipe. Pourquoi c'est qu'une heure et pourquoi c'est juste finalement une fois par semaine? Parce que réunir 10 personnes
dans la même pièce, ne serait-ce qu'une heure, ça fait quand même 10 heures hommes. Donc c'est suffisamment facile de ne pas avoir trop à négocier auprès des équipes, on va dire managers, chefs de projet et autres, de dire qu'on se réunit qu'une heure. C'est qu'une heure, en plus c'est en début de semaine, donc on évite le rush de fin de semaine. Et si, encore une fois, s'il y a des sujets qui doivent prendre plus de temps, on va faire des points dédiés avec juste les personnes qui sont intéressées. Deuxième chose qu'on a mise en place pour améliorer la propriété collective du code, c'est une table de la loi, un mur de standards. Donc c'est la photo que vous voyez à droite. Concrètement, voilà, c'est une zone de papier craft sur laquelle on a collé nos standards de code et d'équipe, standards qui ont été décidés lors de rétrospectives techniques, standards qui ont été décidés collectivement, et on les a matérialisés sur des post-it. Alors pourquoi sur des post-it? Parce que le fait de devoir l'écrire en majuscule sur un post-it, ça impose par le format que le standard doit être super simple, efficace, concis, et donc n'importe qui peut le lire et n'importe qui peut le comprendre facilement. Après, si on a besoin de backuper ce truc-là, on n'a qu'à prendre des photos. Ce qu'on ne voulait pas faire, c'était avoir un wiki quelque part dans un coin qu'on allait alimenter une seule fois et qu'on n'allait plus jamais relire. L'idée, c'est d'avoir un peu de management visuel et dire, OK, si un standard doit évoluer ou est pas bon ou à rajouter, c'est très facile de collectivement décider, se rajouter un post-it à la sortie de la rétrotech. Troisième et dernière chose principale qu'on a mise en place pour améliorer la propriété collective du code, c'est la pratique de la revue de code. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur ce que c'est que la revue de code. Là où je veux insister, c'est qu'on l'a rendue obligatoire et bloquante. Obligatoire, c'est-à-dire que sur notre Kanban, après la colonne en cours de développement, on avait une colonne à revoir. Donc chaque tâche passe par là, quelle qu'elle soit, que ce soit un bug, une fonctionnalité, une tâche technique, une tâche d'infra, n'importe quoi, n'importe quel ticket, il va passer par cette colonne-là, et bloquante dans le sens où s'il y a la moindre question, la moindre remarque, le moindre défaut qui était détecté, le ticket n'ira pas plus loin dans le Kanban tant qu'on n'aura pas soit répondu aux questions, soit intégré les corrections. N'importe qui peut revoir le code de n'importe qui, et quelle que soit la techno. C'est aussi un moyen de partager la connaissance et que tout le monde progresse dans l'équipe. Donc c'est pas parce que je suis spécialisé sur du back que je vais pas savoir relire du code infra, de l'Ansible par exemple. Au contraire, c'est même hyper intéressant parce que même si j'ai pas une expertise sur le sujet, si globalement j'arrive à comprendre ce qui a été fait, c'est déjà quand même vachement bon signe. Ne serait-ce qu'en parlant du nommage, enfin de tous les aspects clean code et les tests. On a ritualisé aussi le fait de faire du pair et du mob programming dès qu'on travaille sur du code legacy. Alors, je le mets au même niveau, pair et mob programming, parce qu'on considère que c'est une forme de revue de code en continu, finalement. Donc, code legacy, par définition très générale, du code qui n'a pas de test. En fait, ce qui s'est passé, c'est, comme je vous l'ai dit, l'application était déjà démarrée depuis plus d'un an quand je suis arrivé, quand on a commencé à mettre en place ces pratiques-là. Et donc, les pratiques de développement étaient hétérogènes, et on avait certaines parties du code qui étaient testées, d'autres pas du tout. Sauf que vous vous en doutez, au fur et à mesure des itérations, on était parfois obligé on nous demandait quand même de faire évoluer des parties du code qui n'étaient pas du tout testées, sécurisées. Donc la première étape, c'est poser des tests. On ne peut pas refactorer sans poser des tests. Et donc, on essaye de poser des tests, c'est compliqué, c'est jamais facile de poser des tests sur du code legacy. Et un jour, on a eu un bug en production, simplement parce qu'on avait commenté une ligne, le temps d'écrire les tests et vérifier en décommentant qu'on fait bien passer les tests qui vont bien. Sauf qu'en fait, on l'avait oublié de décommenter, on n'avait pas écrit le test qui allait avec. Et donc, on a eu juste une régression majeure en production sur un service parce qu'on avait laissé commenter une ligne. Donc là, on s'est dit, merde, comment on va faire? Donc, en fait, on a remarqué que déjà, faire du refactoring sur du code legacy quand on est tout seul, ça peut être très barbant. Il peut y avoir un effet tunnel. C'est assez difficile, voire ça peut être fatigant. Et donc, on s'est dit, on va le faire minimum à 2, voire en mob, dans l'objectif 1, d'éliminer le maximum de défauts potentiels, éviter les régressions, mais surtout 2, partager des techniques de refactoring de code legacy. Et donc, en travaillant tous ensemble, on partageait des techniques justement pour pouvoir faire des incisions, poser des tests et autres. Alors, pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on veut avoir une propriété collective du code? Et comment vous pouvez savoir que vous avez une propriété collective du code? En fait, n'importe qui peut partir en congé n'importe quand.
même la personne qui a le rôle du tech lead. Ça ne doit pas être grave si, au cours de l'itération, vous avez un membre de l'équipe de développement qui a commencé une tâche et qui doit s'absenter du jour au lendemain pendant 3 semaines pour des raisons personnelles. Et ça ne doit pas être une douleur de reprendre la tâche sur laquelle il s'est arrêté et la terminer pendant l'itération. C'est un bon test de recette que vous pouvez vous poser la question. Est-ce que si demain je commence une tâche et que je passe sous un bus, est-ce que c'est grave pour le projet? Bon, c'est grave pour plein de personnes, mais est-ce que c'est grave pour le projet? Même moi, je dois pouvoir passer sous un bus. Donc avec ces 3 pratiques-là, on a pu répondre à cette question. N'importe qui pouvait partir en congé n'importe quand. Et en fait, on a pu répondre à une première problématique, que la propriété du code n'était pas collective. On a commencé à parler des pratiques de développement, mais on n'a pas vraiment parlé des pratiques de test. Et on n'a pas encore parlé de la qualité du produit, ni mesurée ni suivie. Sauf que, qualité du produit ni mesurée ni suivie, on dit qu'on pilote que ce qu'on mesure, mais du coup, quel aspect de la qualité mesurée? On a fait le choix, en tant qu'équipe, de mesurer le nombre de tests automatisés et leur répartition par typologie. Alors pourquoi on a fait ce choix-là? D'abord, il faut que je vous parle un petit peu du modèle de la pyramide des tests. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un modèle qui a été imaginé en 2009 par Mike Cohn dans un livre qui s'appelle Succeeding with Agile. L'objectif général de ce modèle, c'est de dire que dans un logiciel, il faut plus de tests unitaires que de tests d'intégration, que de tests fonctionnels, IHM, end-to-end, que de tests manuels. Pourquoi? Parce que plus on va être bas dans la pyramide, plus on va être sur des tests qui vont être stables, qui vont être rapides et qui vont être simples à comprendre. Et à l'opposé, plus on va être haut dans la pyramide, plus on va être sur des tests qui vont traverser plusieurs couches techniques et fonctionnelles de l'application, et surtout qui vont être lents, voire de plus en plus lents au fur et à mesure que le logiciel grossit. Souvenez-vous des signaux faibles, on va y revenir. Donc on a commencé à discuter de ça avec l'ensemble de l'équipe, et on a eu un petit problème, c'est personne n'était d'accord sur ce que c'était qu'un test unitaire, un test d'intégration, un test fonctionnel. J'entendais des tests d'intégration unitaires ou des tests fonctionnels unitaires, parce qu'ils testaient une unité. Bref. Donc en fait, on a commencé avant tout, avant même de faire des mesures, on a commencé par faire un atelier autour de notre stratégie de test automatisé et en mettant en place un vocabulaire commun. C'est-à-dire qu'on s'est tous posés dans une salle pendant 1 heure et on s'est dit, OK, c'est quoi un test unitaire? Définissons-le collectivement. C'est quoi un test d'intégration? C'est quoi un test fonctionnel? C'est quoi les intentions de ces tests-là? Et comment je les reconnais dans le code? Concrètement, nous, on était sur des technos plutôt orientés Java, avec du Spring. Exemple, si on avait une classe de test où on avait le runner, la notation run with Spring JUnit Runner et qui charge l'ensemble du contexte Spring en mémoire, déjà, on savait que ce n'était pas vraiment de l'unitaire. À l'opposé, si on était sur du Mockito, si on avait une classe de test qui était annotée par le runner Mockito, là, il y avait plus de chances que ça soit un test unitaire. Et à partir de là, on a pu définir nos meilleurs exemples dans le code. OK, c'est quoi notre meilleur test unitaire? C'est quoi notre meilleur test d'intégration? C'est nos références. Et on s'est aussi à chaque fois posé la question de est-ce que je peux tester autrement? C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, quand on fouillait le code, on remarquait des fois des tests d'intégration où il n'y avait aucune valeur ajoutée de le faire en intégration. On aurait pu le faire à un niveau en dessous, donc en unitaire, et on aurait juste gagné 100 millisecondes. 100 millisecondes par test, quand vous en avez des milliers, ça peut faire beaucoup. Et on a fait le choix de ne pas mesurer la couverture de test. Alors pour 2 raisons principales. C'est que la couverture de test, ce n'est pas un indicateur de qualité, à moins de faire du mutation testing, mais on ne voulait pas dégainer ça tout de suite. La couverture de test, c'est au mieux un indicateur de non-qualité. C'est-à-dire que si vous avez 70% de couverture de test dans votre application, ça ne vous dit rien déjà sur les tests, justement la typologie des tests. Ça ne vous dit rien sur les assertions qui sont faites dans les tests, le comportement qui est réellement testé, la qualité des tests. Ça vous dit juste qu'à l'exécution des tests, vous avez 70% du code qui est traversé. Le seul indicateur que vous pouvez vraiment ressortir facilement, quand vous avez 70% de couverture de test, c'est que vous avez 30% du code qui n'est pas couvert. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'on peut aller voir, est-ce que c'est grave? Pas forcément. Ça peut être des parties qui ne sont pas du tout critiques et qu'on s'autorise à avoir des régressions du jour au lendemain. Ce n'est pas grave si ça pète en prod. Ça ne met pas en péril l'image de la société ou le business, etc.
En fait, la deuxième chose aussi la deuxième raison pour laquelle on n'a pas mesuré la couverture de test, c'est pour éviter de tendre le bâton, on va dire, pour se faire battre et se donner des mauvais objectifs. C'est-à-dire que la couverture de test, c'est un bénéfice collatéral de vos tests, de vos pratiques d'équipe, la qualité de vos tests, mais ça ne doit pas être un objectif. Et si on commence à mesurer et suivre cet objectif, il peut y avoir un biais, déjà de la part de l'équipe de développement, qui est « tiens, chic, on va augmenter notre couverture de test ». Bon, après, en expliquant, on se rend compte que ce n'est pas forcément utile, mais le plus gros biais, ça peut être quand vous affichez cette mesure-là en toute transparence. Vous pouvez avoir des débats plus ou moins stériles avec des personnes qui gravitent autour de l'équipe de développement, comme je sais pas, des chefs de projet, qui vous vont dire « ah tiens, on n'a que 70% de couverture, pourquoi on n'a pas 80 ?» Juste pour s'éviter ces débats-là et ces échanges et finalement justement le bâton pour se faire battre, on a fait le choix de ne pas du tout la mesurer et se concentrer sur finalement la pyramide des tests, donc la répartition par typologie. Une fois qu'on savait comment retrouver nos différents types de tests dans le code, on a pu développer un petit script en bash à coup de find, de grep et autres, qui va lister l'ensemble des fichiers de tests, va les catégoriser selon leur typologie et ensuite va compter le nombre de tests à l'intérieur. Le script est sur GitHub, on en reparlera après, mais on a mesuré donc en janvier 2016 notre pyramide et voilà ce que ça a donné, à savoir que ça ressemblait à une secoupe volante. C'est-à-dire qu'on avait une majorité de tests d'intégration, 53%, un tiers de tests fonctionnels et assez peu de tests unitaires, 18%. Donc là, au moins on avait un indicateur. Et c'est marrant parce que quand on met ça en corrélation avec les signaux faibles du type relance le build, ça devrait passer au bout de la 3e fois, j'ai passé mon après-midi à essayer de corriger le build, c'est difficile de tester unitairement, etc. On peut remettre justement un indicateur assez factuel sur justement les premiers problèmes qu'on avait détectés. Donc on était d'accord en tant qu'équipe que visiblement on n'avait pas assez de tests unitaires, on n'avait pas une base assez solide de tests unitaires. Et là on était plusieurs dans l'équipe à être convaincus et persuadés qu'une pratique qui aide à avoir des tests unitaires facilement, simplement que chaque ligne de code soit couverte par un test, c'est la pratique de TDD, Test Driven Development. Et là, je ne vais pas rentrer dans les détails de la pratique. Par contre, ce que je veux vous partager, c'est qu'on a investi à une formation à la pratique de TDD pour l'ensemble de l'équipe, quel que soit le niveau. Toute l'équipe était réunie pendant 3 jours à se faire former sur TDD en dehors du projet. Le rôle du tech lead, là-dedans, c'est d'être capable de démontrer le retour sur investissement d'une pratique comme TDD, non seulement à l'équipe de développement, pour qu'elle soit quand même, elle ait envie de se faire former, parce que si vous envoyez quelqu'un en formation et que du jour au lendemain, sans qu'il ait envie, ça marche en général pas très bien, mais aussi en parler à l'ensemble des managers, chefs de projet, product owners et autres. Donc si vous recherchez ROI TDD sur votre moteur de recherche préféré, vous allez tomber sur des études comme celles de Microsoft ou des chiffres de Capers-Jones qui vont vous expliquer que globalement, quand vous faites du TDD, vous allez passer un peu plus de temps à développer. Mais par contre, vous allez passer beaucoup moins de temps en TMA à corriger des bugs. Et donc au final, sur le long terme, vous allez gagner de l'argent. Donc quand j'ai commencé à parler ça à l'équipe, c'était facile à convaincre, l'équipe de développement. Par contre, quand j'ai commencé à en parler aux managers et chefs de projet, là, la réaction que j'ai eue, c'était OK, cool, TDD, faites-le, ça a l'air bien, j'aurai moins de bugs. Par contre, faire une formation, c'est pas possible. Tu oublies tout de suite parce que 3 jours, mon itération, qui fait 2 semaines, tu m'as cramé la moitié de mon itération. Je ne peux pas envoyer toute l'équipe en formation, tu te rends compte, s'il se passe le moindre truc. Et puis ça va me coûter beaucoup trop cher. On a plein de fonctionnalités à livrer dans 2 semaines, dans 1 mois. Donc ce que je te propose, c'est faites du TDD. Par contre, c'est toi qui les formes, un à un, à TDD. Et, donc ça va peut-être prendre un peu plus de temps, mais ça devrait le faire. Je n'étais pas vraiment d'accord, je n'étais pas à l'aise avec ça. Parce qu'en fait, faire une formation, ça ne coûte pas si cher que ça. Bon, là, on va parler un peu maths. C'est-à-dire que si vous avez 10 personnes à former dans une équipe de développement, en fait, former chaque personne à TDD, donc pendant 3 jours, par de l'accompagnement individuel, ça va vous coûter 60 jours à l'ensemble de l'équipe. Parce que vous allez avoir 30 jours dépensés pour les personnes qui se font former, mais aussi 3 jours par personne pour le formateur.
Alors qu'à l'opposé, si vous faites une formation collective, ça va toujours coûter les 30 jours pour les personnes qui se font former. Par contre, ça va coûter une seule fois 3 jours pour le formateur. Donc au final, 33 jours. Donc globalement, si on résume tout ça, ça fait qu'une formation collective à TDD, ça coûte 2 fois moins cher quand on a une équipe de 10 personnes que si on faisait de l'accompagnement individuel et qu'on leur apprenait via du coaching. Et là, une fois qu'on présente ça à quelqu'un qui a les sous, finalement, il commence à comprendre que c'est pas très intéressant de faire de l'accompagnement individuel, et on a réussi à donc négocier pour avoir la formation. Concrètement, ça s'est pas fait du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'entre le moment où on a négocié et le moment où on avait vraiment fait la formation, il s'est écoulé 2 mois, mais au moins on l'a faite. Le rôle du tech lead là-dedans, c'est d'être capable de vendre une démarche d'amélioration de la qualité aux personnes qui ont les sous. Et c'est pas simple, ça se prépare, mais pour moi, ça fait partie des rôles du tech lead, autre que coder, c'est être l'interlocuteur d'une démarche de qualité par rapport aux personnes qui gravitent autour de l'équipe. Le rôle du tech lead, c'est aussi être un mentor dans l'équipe, et être un mentor, je l'ai fait, c'est une implémentation que je vous propose, je l'ai fait à travers des one-on-one que je vais appeler O3. Ça, c'est ce que j'ai fait parce qu'on avait une équipe de 10 personnes, et j'avais beaucoup de mal à suivre finalement chaque personne dans l'équipe, à essayer de les faire progresser. Et donc les one-on-one, c'est un outil, un rituel, c'est 30 minutes par personne, par itération, un moment privilégié pour développer un climat de confiance entre moi et chaque personne de l'équipe. Donc c'est pas juste 5 minutes vite fait autour de la machine à café ou à côté de la photocopieuse, hein. C'est vraiment, on est tous les deux dans une salle, vraiment bloqués pendant 30 minutes et personne ne nous dérange. Parce que c'est le seul moyen de pouvoir vraiment établir ce climat de confiance, c'est de développer des choses. L'objectif de l'O3, c'est pour moi déjà de récupérer de l'information. Alors l'information, ça peut être de l'information purement factuelle sur comment se passe l'itération, mais c'est aussi une prise de température. C'est-à-dire que si j'ai une personne qui me dit « bon, tout va bien, l'itération se passe bien, par contre, je m'emmerde », là, il y a un problème. Là, je dois pouvoir faire quelque chose, je devrais pouvoir réagir. Pour moi, ça va être aussi l'occasion de donner du feedback sur le travail qui a été réalisé pendant l'itération. Ça peut être du feedback positif ou ça peut être du feedback d'ajustement. Et l'objectif également, ça va être rechercher des axes de progression. Donc, je reprends l'exemple de la personne, tout va bien, mais la personne s'ennuie. J'ai déjà eu le cas, quelqu'un qui me dit, je vais donner des prénoms, ce sera encore plus simple, Clotilde qui me dit lors d'un O3, bon, je progresse bien sur Java et tout, ça se passe bien. Par contre, j'aimerais bien faire de l'Ops, parce que ça m'intéresse. Mais quand je regarde les tickets qui sont dans le backlog, déjà, je ne comprends même pas ce qui est marqué sur les tickets. Quand je regarde le détail, je ne comprends rien. Quand je vais dans le code Ansible, je ne comprends rien. Ça me paraît juste hyper compliqué, donc du coup, je ne suis pas du tout à l'aise avec ça, je ne sais pas comment faire. Moi, mon rôle là-dedans, ce n'est pas de lui expliquer Ansible, ce n'est pas de la former à l'infra, parce que potentiellement je ne connais pas. Mon rôle, c'est de la rerouter. C'est-à-dire, je peux lui dire, de lui faire des propositions du type, écoute, je te propose d'aller voir Tanguy, Tanguy qui fait quasiment que de l'Ops, et demande-lui si le prochain ticket qu'il va prendre, déjà, c'est possible, c'est intéressant de le faire en pair programming, et aussi si c'est pas trop dur comme ticket d'entrée pour rentrer sur l'infra. Et donc, je fais un peu office d'entremetteur là-dedans, mais ça permet à chaque personne de progresser dans l'équipe. Et enfin, les O3, ça me permet de déléguer. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais 30 minutes par personne par itération, quand on a 10 personnes dans l'équipe, ça fait 5 heures. Et là, vous allez me dire, mais j'ai pas 5 heures à passer en plus de tout ce que je fais déjà, sinon vous allez être sous l'eau. Et je comprends parfaitement. Je serai dans la même position. L'objectif ici, ce n'est pas de prendre 5 heures en plus, c'est prendre 5 heures à la place. C'est-à-dire que si à chaque O3, vous arrivez à déléguer au moins une tâche qui vous aurait pris 30 minutes à faire, non seulement purement mathématiquement, vous allez gagner du temps, d'une manière purement égoïste, clairement, mais surtout, vous allez responsabiliser l'ensemble de l'équipe de développement à votre travail. Et donc, vous allez vous rendre dispensable, et donc, vous allez pouvoir partir en vacances facilement. Et ça, c'est cool. Exemple de tâches que je déléguais, j'étais souvent appelé dans des cadrages
de cadrage de macro-fonctionnalités pour voir un peu techniquement comment ça allait se goupiller. Ce genre de choses, je proposais à une personne de dire tiens, on va bientôt faire ça, est-ce que ça te dit de prendre le lead là-dessus? Je suis dispo pour t'aider, mais est-ce que ça t'intéresse de prendre le lead? Et c'était très rare qu'une personne me dise non. Parce que finalement, on lui donne la possibilité de s'épanouir et de progresser dans son rôle d'expert. Et donc aussi dans le rôle un peu du tech lead. Être tech lead, pour moi, c'est être aussi attentif à la communication dans l'équipe, et ça passe par déjà recadrer des défauts de communication. En se basant sur les principes egoless programming, si dans votre équipe vous entendez « ton code c'est de la merde », je passe les détails sur le « c'est de la merde », mais réagissez sur le ton code. C'est pas son code, c'est pas sa fonctionnalité, c'est pas ton ticket, c'est le code, la fonctionnalité, le ticket. Donc montrez l'exemple par rapport à ça, et petit à petit, l'ensemble de l'équipe va progresser sur ces principes egoless. Et de même, quand vous travaillez dans une équipe mixte, homme-femme, faites attention à avoir un discours qui appelle à la diversité. C'est-à-dire que bien souvent, par réflexe, pas par malveillance, par réflexe, on a l'habitude, comme on est quand même dans un climat, dans un environnement assez masculin dans les équipes de dev, dans l'informatique en général, on a le mauvais réflexe de dire « allez les mecs, allez les gars », quand il s'agit d'aller faire quelque chose, d'aller manger, d'aller prendre une bière, etc. Sauf que si vous avez une femme dans l'équipe, elle va comprendre que c'est... en fait, on parle de l'ensemble de l'équipe. Mais il y a quand même un sentiment... Le premier sentiment, c'est l'exclusion. C'est « moi, je ne suis pas un mec ». Et vous, votre rôle, enfin moi, mon rôle, parce que je ne sais pas si vous êtes tech lead, mais moi, mon rôle, c'est de faire attention à ça et recadrer aussi ça. Se dire, non, c'est pas aller les mecs, c'est dites allez les gens, allez l'équipe, allez tout le monde. Quelque chose qui englobe l'ensemble des personnes. Et c'est aussi bien valable à l'oral qu'à l'écrit. C'est-à-dire que si vous avez une femme dans l'équipe de développement, écrivez pas les développeurs. Écrivez l'équipe de développement, ou vous pouvez utiliser, comme je l'ai fait dans les slides ou dans mon pitch, c'est l'utiliser le point médian. Là, ici, les développeurs, eux. OK, c'est un peu plus verbeux, mais au moins, vous montrez l'exemple en disant, oui, j'inclus tout le monde dans mon équipe. Ce n'est pas juste des développeurs. Il y a, dans notre équipe, on avait 3 femmes. Je ne vais pas dire en prendre soin, mais il faut prendre soin de ce discours-là pour vraiment avoir une équipe et pas juste des mecs. Grâce à la pyramide des tests, grâce aux O3 et à la communication dans l'équipe, on a pu répondre à notre deuxième problématique qui était que les pratiques de développement étaient hétérogènes, notamment les pratiques de test. On a commencé à parler de la qualité du produit, mais on n'a pas parlé ni des mesures ni du suivi. Alors donc, on a mesuré le nombre de tests automatisés, leur typologie, on les a suivis itération après itération, et surtout, on les a affichés. Alors, qu'est-ce que ça a donné? C'est la partie un peu graphique. Bam! Un an de chiffres. Donc là, vous avez des chiffres qui vont de janvier 2016 à février 2017. Donc le premier graphique que vous voyez, la répartition des tests par pourcentage. En bleu, les tests unitaires, en orange, les tests d'intégration et en rouge, les tests fonctionnels. On était, je vous le dis parce que vous ne voyez pas forcément, on était à 18% de tests unitaires, donc tout au début, 53% de tests d'intégration et 29% de tests fonctionnels. Aujourd'hui, on est à plus de 70% de tests unitaires, 24-25% de tests d'intégration et 4% de tests fonctionnels. Donc là, vous allez me dire, ouais, on peut tout faire dire aux chiffres, au pourcentage. C'est facile d'augmenter le pourcentage de tests unitaires, tu as peut-être tout supprimé. Le reste? Bon, en fait, non. C'est pour ça qu'il y a un deuxième graphique quand même pour me justifier. C'est qu'on ne mesure pas seulement la répartition, mais vraiment l'évolution du nombre. Et donc, on peut voir sur le deuxième graphique que le nombre de tests fonctionnels, il a légèrement diminué avec le temps. On a fait l'effort d'en supprimer, ceux qui plantaient quasiment tout le temps, qui étaient très aléatoires et qui n'avaient aucune valeur. Et on les a redescendus dans la pyramide, en intégration et en unitaire. Le nombre de tests d'intégration, il n'a pas vraiment bougé, il est resté assez proportionnel. Par contre, le nombre de tests unitaires, il a explosé. Donc là, quand vous voyez instauration des nouvelles pratiques, ça a été une instauration progressive. Tout ce que je vous ai présenté, on ne l'a pas mis en place du jour au lendemain en disant « Allez, on va faire comme ça ». Ça s'est vraiment fait au fil de l'eau, au fur et à mesure, et ça a été décidé collectivement par l'ensemble de l'équipe. Pareil, la formation TDD, entre le moment où ça a été négocié, on l'a fait. Voilà, il s'était écoulé 2 mois. Le message que je veux faire passer ici, c'est que rétablir un équilibre dans votre pyramide des tests, dans notre pyramide des tests, ce n'est pas l'affaire d'une ou 2 itérations.
On ne s'arrête pas de bosser pendant une itération, on dit « Allez, on va faire que du refactoring, que poser des tests, et après on sera tranquille pour un an. » Déjà, votre product owner, il ne va pas accepter, parce que quand même, il a 36 fonctionnalités à livrer pour hier. Et en plus, c'est pas très très fun de juste poser des tests. Donc ça se fait vraiment au fur et à mesure, au fil de l'eau, en mode boy scout rule, grâce aux pratiques que j'ai présentées, notamment la pratique de TDD, le pair programming, qu'on a pu poser de plus en plus de tests, sécuriser au fur et à mesure notre application. Et ça nous a pris finalement 6 mois avant d'avoir une pyramide stable, de revenir à un peu l'état de l'art, les 70% de tests unitaires. Donc ces chiffres-là, en fait, on les imprime à chaque itération et on les colle sur notre Kanban. Comme ça, on affiche notre transparence, on affiche des fois qu'on n'est pas bon ou qu'on est bon sur certains trucs, mais on le montre et derrière la transparence, il y a la confiance. En fait, tout le monde peut voir ces chiffres et notamment un jour, un sponsor est venu et a vu ces chiffres-là et a dit « Waouh, c'est quoi ?» Donc on lui explique test unitaire, test d'intégration, test fonctionnel. Et là, il me répond en disant « Ok, d'après ce que tu viens de me dire, test fonctionnel, moi c'est ce que font à peu près toutes mes autres équipes. D'après ce que tu viens de m'expliquer, ça traverse justement plein de couches techniques, plein de couches fonctionnelles. Ça a l'air beaucoup plus safe plutôt qu'un test unitaire qui va juste tester un petit bloc de code. Pourquoi vous ne faites pas que des tests fonctionnels ?» Donc là, on était un peu embêtés parce que ça nous paraissait évident. Et donc, on a un peu retravaillé notre discours et on lui a présenté ça différemment en lui expliquant ce que c'était que l'impact au quotidien pour nous. C'est-à-dire que sur l'application, on a 3000 tests unitaires qui s'exécutent en 5 secondes, les 3000. On a 1000 tests d'intégration qui s'exécutent en 3 minutes et 200 tests fonctionnels qui s'exécutent en 6 minutes. Donc on lui a expliqué que quand un membre de l'équipe de développement touche à une partie du code, il a un feedback rapide, en moins de 5 secondes, sur une grande majorité de l'application. Et s'il veut le feedback sur l'ensemble des tests, c'est moins de 10 minutes. Et on lui a expliqué que, avec un petit produit en croix, que si on avait essayé de couvrir toutes les règles de gestion, tous les cas métiers possibles de l'application via des tests fonctionnels, qui semblent justement plus pertinents pour lui, en fait, on devrait attendre jusqu'à 2 heures pour avoir notre feedback, sur si on a introduit une régression ou pas. Donc qu'est-ce qui se passerait dans ce cas-là? Chose que j'ai déjà vue chez certains clients. C'est l'équipe de développement travaille le matin. Puis avant de partir manger, ils lancent les tests. Puis l'après-midi, quand ils reviennent, ils regardent le résultat des tests. Et si jamais il y en a qui ont échoué, ils vont passer l'après-midi à analyser les tests qui ont échoué, à essayer de débugger, corriger finalement ce qui n'est pas passé, pour relancer les tests le soir, et espérer que le lendemain matin, ce qu'ils ont codé la veille, finalement fonctionne. Et quand vous expliquez ça à quelqu'un qui a le chéquier, au prix où vous êtes facturé potentiellement, il comprend très bien pourquoi il faut investir sur une base de tests unitaire et pas sur une base de tests fonctionnels. Mais la pyramide des tests, c'est finalement un indicateur assez technique de la qualité, mais on mesure quand même la qualité autrement. On a des indicateurs supplémentaires, notamment le nombre de fonctionnalités par itération, le nombre de bugs restants à corriger et le nombre de livraisons nécessaires par itération. Ça, les sponsors, ils sont super friands de ces chiffres-là. Donc on ne mesure pas la vélocité, parce que ça, c'est propre à l'équipe, mais vraiment le nombre de fonctionnalités, donc on a un cran au-dessus. Donc le nombre de fonctionnalités par itération, c'est le graphique en haut, vous voyez, c'est assez variable, mais ce qui est intéressant, c'est la courbe de tendance qui est à la légère hausse. Le nombre de bugs restants à corriger, pareil, c'est assez variable, mais la tendance est à la baisse. Alors pourquoi on mesure le nombre de bugs restants à corriger, pas juste le nombre de bugs corrigés? Parce que si on mesure juste le nombre de bugs corrigés, si on dit qu'on corrige 10 bugs par itération, votre courbe va rester flat tout le temps. Ça ne dit rien sur finalement la qualité de votre logiciel. Par contre, quand on mesure le nombre de bugs restants à corriger, vous mesurez le fait qu'à chaque itération, vous corrigez plus de bugs que vous n'en ajoutez ou détectez. Ou alors l'inverse. Et donc là, le fait d'avoir une courbe de tendance à la baisse, ça dit qu'au fur et à mesure des itérations, on a ajouté des bugs ou on en a détecté a posteriori,
mais on en a corrigé plus à chaque itération. Et en moyenne, sur un an, on a gagné une moyenne de 15 bugs. Et en fait, quand vous expliquez ça, pareil, à un sponsor, si vous dites que un bug, en moyenne, c'est une demi-journée ou une journée à corriger et à déployer, à faire la recette, déployer tout ça, pareil, il comprend très bien pourquoi investir dans une démarche d'amélioration de la qualité, parce que ça vous fait, à terme, ça nous a fait gagner 15 jours hommes, on va dire, sur ce qui représente finalement un développeur et demi dans l'itération. Et enfin, on mesure le nombre de livraisons nécessaires par itération. Alors comme je vous l'avais dit au début, quand je suis arrivé, on était sur une moyenne de 5 livraisons par itération. Donc pour une release, on avait 4 patchs. Et là, on mesure à chaque itération le fait qu'on est bon du premier coup, ou pas. Et derrière ça, pourquoi on mesure ça? Simplement parce que faire des patchs, déjà, ça fait stresser les équipes métiers, parce qu'ils n'ont pas confiance dans votre produit. Ça fait stresser l'équipe de développement qui doit peut-être à l'arrache à 20 h un vendredi soir corriger vite fait quelque chose pour pouvoir relivrer quelque chose. Ça prend du temps aux équipes d'exploitation si vous êtes dépendant d'équipes d'exploit pour aller en prod. Donc en fait, ça fait perdre du temps, de l'argent et de la confiance auprès de tout le monde quand vous faites des patchs à chaque release. Le fait de mesurer ça, c'est de dire, est-ce qu'on est bon du premier coup? Oui, non. Comment on peut s'améliorer? C'est juste un indicateur qui nous permet de nous poser des questions. Comment on pourrait faire pour qu'on soit bon à chaque fois du premier coup? Aujourd'hui, on est sur une moyenne de 1,5. Donc on n'est pas parfait, mais on s'améliore par rapport à il y a un an. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Simplement, les clients ont beaucoup plus le sourire et ils ont beaucoup plus confiance quand une itération se termine. 2 jours après, c'est en production, ou voire 3 jours après. Et les gens sont contents, tout simplement. Et ils gagnent de l'argent. Enfin, ils en perdent moins. Grâce à tout ça, on a pu répondre à toutes nos problématiques. Et finalement, au-delà des chiffres, au-delà de l'aspect gain de temps, d'argent, il y a quand même l'aspect social qui est hyper important. C'est mettre en place des pratiques de qualité. Si ça a aussi un impact social dans votre équipe où les gens sont contents, ils font l'effort de produire justement des choses de qualité, ils sont fiers de livrer toutes les 2 semaines quelque chose qui marche en production et de pouvoir partir pas trop tard le soir et que ça soit rare de faire des rushs en fait sur un an. En vrai, on en a dû en faire 1 ou 2 sur un an, mais c'est pas beaucoup. Enfin, j'estime que c'est pas beaucoup. Si vous avez 3 choses à retenir de cette présentation, en conclusion, c'est déjà détecter les signaux faibles et chercher à avoir une propriété collective de code grâce à vos rituels de pratique et de partage. Ce que je vous ai présenté là, ça a marché pour moi. Ces pratiques-là, elles ont marché dans mon contexte avec les personnes avec qui je travaillais et parce qu'on était 10. Si vous copiez-collez ce que je vous ai présenté dans votre équipe, ça peut marcher et ça peut totalement se vautrer. Ce que je veux dire par là, c'est construisez vous-même, posez-vous les bonnes questions, cherchez à mesurer des choses, cherchez des indicateurs et posez-vous des questions de est-ce que vous pouvez partir en vacances du jour au lendemain sans trop de soucis. Définissez un ou plusieurs aspects de la qualité, mesurez-les, suivez-les et affichez-les. Et j'insiste sur le affichez-les, parce que derrière le fait de l'afficher, il y a la transparence et derrière la transparence, il y a la confiance. Et enfin, en tant que tech lead, ça c'est quelque chose que j'ai fait parce qu'on était 10. Pareil, si vous avez une équipe de 3 personnes, je pense que ce n'est pas utile. Mentorer et déléguer grâce à des one-on-one ritualisés, ça permet vraiment de répartir son rôle et ses responsabilités en tant que tech lead dans l'ensemble de l'équipe. Merci pour votre attention. Il reste 1 minute si vous avez des questions et si jamais vous n'en avez pas, je suis toujours dispo après. Est-ce que tu as eu déjà à gérer des équipes sur plusieurs sites en tant que tech lead? Et comment tu as pu mettre, parce que là, toutes les instances Kanban ou des choses comme ça, donc tout est placardé en visuel. Est-ce que tu arrives à avoir la même efficacité avec les outils disponibles sur le net? Ou alors, qu'est-ce que tu as déjà essayé de mettre en place? Alors, allô? Ouais. Est-ce que ça, si je résume, c'est est-ce que ça marche avec du multisite? Et qu'est-ce que j'ai déjà expérimenté avec des équipes à distance? Alors,
ça, dans ce projet-là, personne n'était à distance. C'est une chance énorme et j'en suis complètement conscient. J'ai déjà eu à travailler sur une équipe, enfin 3 feature teams, donc en fait ça faisait 15 devs qui étaient la moitié à distance. C'est beaucoup plus compliqué, ça demande beaucoup plus de rigueur et beaucoup plus d'énergie. Par contre, les indicateurs que j'ai présentés, ils sont tout à fait utilisables et tout à fait mesurables, qu'on soit à distance ou pas. Après, les outils, moi, je suis pas dogmatique sur les outils, il faut être pragmatique, il faut tester des choses. Et surtout, quelque chose qui est important, c'est, même si vous êtes tech lead, toujours définissez les choses collectivement avec l'ensemble de l'équipe. Parce que si vous dites, ouais, moi j'ai de l'expérience, j'ai 10 ans de boîte, blablabla, on va prendre cet outil-là parce que c'est le meilleur, bah en fait, vous infantilisez l'ensemble de l'équipe parce qu'on leur impose quelque chose. En gros, c'est un peu parentaliste. On vous impose quelque chose et puis les gens, bah, il n'y a pas vraiment d'engagement. Si vous laissez l'ensemble de l'équipe décider collectivement, et vous êtes là en tant que tech lead pour un peu faciliter les choses et sortir des cartons jaunes ou des cartons rouges si vous pensez que ça déconne complètement, bah, c'est top parce que finalement, c'est l'ensemble de l'équipe qui va décider d'un outil ou d'une pratique et qui va s'engager dessus et qui va leader, enfin qui va suivre justement l'amélioration de la qualité de façon générale grâce aux outils ou grâce aux pratiques que vous allez mettre en place. Donc au final, pour répondre à ta question, il n'y a pas de baguette magique, désolé. Faut juste vraiment être pragmatique et se poser la question de avoir des indicateurs pour pouvoir savoir si on s'améliore ou pas. Si vous choisissez des choses, des pratiques ou autre chose, et si vous n'avez pas d'indicateurs, vous ne savez pas que vous vous améliorez, et c'est juste dommage. On va s'arrêter là, parce qu'après il y a bière. Merci.